Depuis 30 ans, il fait partie du paysage audiovisuel français avec Le temps de vivre, Lorsque l'enfant paraît, Virus, Adrénaline, mais aussi Perdu de vue et Témoin numéro 1. Autant d'émissions de radio et de télévision qui ont marqué leur époque. Depuis 5 ans, c'est Europe 1 où il officie tous les matins à 9 h avec une curiosité, une écoute et une bienveillance qui font du bien à entendre sur une grande station. Et d'ailleurs, nous allons en abuser tout au long de cette émission. Bonjour Jacques Pradel. Bonjour Emmanuel. Je disais curiosité, écoute, bienveillance, est-ce que ça vous convient comme, pour caractériser votre journalisme? Oui, ça me convient bien. J'ai appris ça. J'ai appris à écouter. C'était pas inné? Non, je crois que comme partout, il faut aller aussi. Je ne suis jamais allé à l'école, finalement, on parlera certainement, mais ça, je l'ai appris sur le terrain, quoi. Que pour faire des bonnes interviews, il faut savoir écouter les gens. Alors, c'est vrai qu'on vous connaît peut-être plus avec les émissions télé, parce que la télé a une portée et un impact médiatique, on peut dire, supérieur à la radio, on peut le déplorer aussi d'ailleurs. Donc les gens, quand on dit Jacques Pradel, c'est tout de suite Perdu de vue, Témoin numéro 1. Ça a donné une certaine image de vous qui finalement, que vous ne reniez pas, mais qui est assez loin de ce que vous êtes en réalité. Oui, c'est vrai, mais on n'y peut rien. C'est comme ça. Et c'est vrai aussi que le temps passant, des gens qui ont 25-30 ans maintenant, leur souvenir, c'est ce que je faisais il y a 10 ans. Et c'est vrai que pendant 7 ans, il y a 10 ans, j'ai fait de la télé sur TF1 et que beaucoup de gens pensent que je suis né avec un téléphone portable greffé à l'oreille. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de radio, j'ai fait beaucoup de choses, comme tout le monde. Mais c'est pas agaçant, si vous voulez, parce que d'un autre côté, moi j'ai le sentiment profond d'avoir toujours été moi-même. C'est-à-dire, je m'exprimais pas différemment à la télévision que je ne m'exprime à la radio maintenant. J'avais la même curiosité des gens et la même disponibilité finalement pour les gens. Alors, ce qu'on ne sait pas, en général, vous concernant, c'est qu'initialement, vous ne vous destiniez pas du tout à ce métier de journalisme. Ça vous est tombé dessus un petit peu comme ça, par hasard, presque. Absolument. Initialement, vous vouliez être comédien. Ouais. Oui, je voulais être comédien. Delon n'avait qu'à bien se tenir. J'étais fasciné. D'ailleurs, j'étais plutôt fasciné par le théâtre. Voilà, j'aimais le théâtre, j'aimais l'ambiance du théâtre, l'odeur du théâtre, ce rapport avec les spectateurs. C'est-à-dire pouvoir savoir que la personne qui vous regarde à la même heure, à sa montre que vous sur le plateau, pouvoir interpréter des états, raconter des histoires. Enfin bon, ça, j'étais complètement fasciné. Alors, je l'ai fait un petit peu, mais sans aller au conservatoire. J'ai fait ça dans le cadre de petites associations, tout ça. Alors, je faisais des soirées poétiques, je jouais des petites piécettes, enfin rien de sérieux. Et puis effectivement, parce que tout simplement, dans ma famille, on me disait, comme on dit dans beaucoup de familles, tu passes ton bac d'abord et puis après on réfléchit. Alors finalement, vous êtes passé d'un métier où on fait les choses à un métier où on les montre, un métier de passeur, le métier de journaliste. Pas de regret vis-à-vis de ça? Non, je n'ai pas de regret. Moi, je suis assez, j'allais dire presque fataliste, c'est-à-dire que je suis intimement persuadé que les choses qui doivent arriver arrivent, voilà, et qu'il faut attendre simplement que tout se mette que le chaos laisse la place à une sorte d'harmonie, et à ce moment-là, on est là, à la bonne heure, le bon jour. On serait venu 8 jours plus tôt, ça n'aurait pas été possible. Et ça m'est arrivé tout au long de ma vie professionnelle. Mais j'ai aucun regret sur le métier de comédien, qui est un métier que je continue à admirer. Je continue à aller au théâtre et à regarder les autres. Enfin, je ne suis pas frustré plus que ça. Alors le journalisme, quelqu'un d'autre y a pensé pour vous? On peut peut-être expliquer rapidement comment ça s'est passé. Vous faisiez des petits boulots à Europe numéro 1 à l'époque? Oui, parce que j'étais étudiant en droit, j'étais à Sciences Po. Et puis pour gagner un peu d'argent de poche, je faisais téléphoniste. Alors j'ai fait tous les petits métiers, téléphoniste, j'ai fait gardien de nuit, téléxiste à la rédaction. Et puis j'ai rencontré un jour, et là j'avais pas du tout envie de faire de la radio, et j'ai rencontré quand même un personnage qui m'a jamais quitté, parce que j'ai eu une très grande amitié qui était réciproque d'ailleurs pour Michel Lancelot, qui était un garçon qui faisait une émission célébrissime à l'époque, 1967-1968. Ça s'appelait Campus. Il venait des États-Unis, il avait été correspondant de presse là-bas, il avait connu Berkeley, donc le mai 68 américain, et il parlait dans son émission de tous les sujets qui étaient un petit peu interdits dans la société française, quand même assez plan-plan de l'époque. On est sous la Ve République, c'est encore le général de Gaulle, voilà, bon, la censure existe encore, il faut bien le dire, et on ne parle pas d'un certain nombre de sujets. Donc on tournait le bouton de la radio, et sur Europe numéro 1, qu'on a appelé plus tard d'ailleurs
d'ailleurs Radio Barricade pendant 1968, parce que les reporters de cette station, qui était moderne, jeune, étaient partout. Là, ça commençait à me titiller un peu, parce que je me projetais bien dans le personnage de Lancelot. Mais c'était, vous voyez, c'était pas un plan de carrière. Et lui, il a craqué sur votre voix, en fait. Alors, c'est pas lui. C'est pas lui, mais c'est parce que je fréquentais une jeune femme qui était, elle, une comédienne, alors très connue à l'époque, qui passait à la télé dans un feuilleton célèbre et tout. Et puis, j'allais souvent l'attendre en buvant un pot dans le café d'en face quand elle allait faire des enregistrements, des pubs, des choses comme ça. Et un jour, elle est revenue dans ce bistrot après une séance d'enregistrement avec le patron du studio, qui lui m'a invité à boire un verre avec eux, et puis qui m'a dit à un moment, tiens, mais vous devriez faire de la radio, vous avez une voix pour ça, vous y avez pensé? Je dis non, pas du tout. Il me dit, mais est-ce que vous voulez faire un essai? Et donc j'ai fait un essai. Ça ne se refuse pas. Oui, ça se refuse, je l'ai fait, parce que j'étais curieux, je me suis dit, tiens, bon, c'était très mauvais, hein. Entre nous, je suis très, très content que cette bande ait disparu, mais bon, bref, et je l'admire beaucoup a posteriori, d'avoir trouvé que peut-être on pourrait faire quelque chose de ce personnage qui devait être très, très mauvais. Et puis, finalement, voilà, c'était pour la Hollande, pour une radio internationale, et je suis parti 3 mois à l'essai, et je suis resté 3 ans. Comment s'est fait la bascule de la radio à la télévision? Alors, la bascule, c'est parce que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté du barbelé. Évidemment. On n'est jamais satisfait. Donc, quand on fait de la radio, on se dit, et si je faisais de la télé? Et il y a beaucoup de gens de télé qui aiment bien s'offrir une expérience de radio. Bon. Alors, j'avais cette envie-là. Alors, je suis rentré en France, j'étais correspondant, etc., pendant que j'étais aux Pays-Bas, pour France Inter. Donc, quand je suis rentré à Paris, 3 ans après, je suis naturellement allé frapper à la porte de France Inter, où j'ai fait, comme les petits derniers qui arrivent, c'est-à-dire les émissions de nuit, à des heures pas possibles, bon. Et en même temps, je regardais la télé, Et un jour, hasard, encore une fois, là, je faisais une émission, je ne sais plus, l'après-midi, et il y a un réalisateur de télévision, qui s'appelle Jean-Pierre Prévost, qui était un type assez étrange, d'ailleurs, il était déjà étrange à l'époque, toujours avec des cheveux jusqu'ici, un côté très babacool, etc. Vachement sympa. Et il vient me voir, il me dit, vous avez déjà fait de la télé? Je dis non. Il me dit, voilà, parce que moi je vais faire un portrait pour les enfants du rock, d'un chanteur qui s'appelle Gérard Manset. Vous le connaissez? Et je dis non, moi je ne le connais pas du tout. Il me dit, mais pourtant, à chaque émission, vous mettez une chanson de lui. C'est vrai que j'ouvrais ou je terminais mes émissions de radio chaque jour avec ce type-là, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus qu'un chanteur, un vrai poète, quelqu'un de très riche, enfin bon, que j'admirais. Alors il me dit, bon, même si vous ne le connaissez pas, à ce moment-là, c'est un type impossible, personne ne veut l'interviewer, il paraît qu'il se fâche avec tout le monde. Est-ce que vous, ça vous tenterait? J'ai dit, oui, bien sûr, ça me tenterait. Et on l'a fait. Donc ça a été un portrait pour les enfants du rock, on a fait 26 minutes à l'époque. Puis comme ça a bien marché, on m'a demandé un autre portrait. Donc là j'ai fait un portrait d'Yves Simon, puis après j'ai fait un portrait de Armand Altaï, bon, la Starac n'existait pas, et elle était en piste à l'époque. Bon. Et puis voilà, et puis après ça a été un enchaînement de situations, et je suis passé en fait des enfants du rock au magazine de la rédaction, qui était dirigé par Michel Toulouse, tout simplement parce que ma salle de montage était voisine de la salle de rédaction, et qu'un jour, en buvant un coca dans le couloir, on s'est parlé comme ça, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu me proposerais? On n'a plus d'idées, il n'était pas satisfait des gens avec qui il travaillait. Qu'est-ce que tu ferais si je te disais, voilà, je te donne carte blanche, qu'est-ce que tu me racontes comme histoire pour mon magazine? Et je lui ai donné donc une réponse qui l'a intéressé, j'y suis parti. Puis voilà, c'est plein de hasards que vous avez su saisir quand même. Oui, mais c'est quand même des hasards. Alors le hasard fait que je rencontre le gars, et qu'en même temps, effectivement, quand il m'a dit qu'est-ce que tu ferais, je savais quoi lui dire. De différent des autres pour qu'il accroche aussi. Oui, voilà. Moi, je ne savais pas que c'était différent des autres, mais c'était ma manière de regarder l'actualité, finalement, qui l'a intéressé. Et des émissions les plus connues, peut-être Perdu de vue, Témoin numéro 1, vous gardez quel souvenir après coup? Après coup, je garde surtout un souvenir de professionnel formidable. Parce que personne n'avait jamais fait ça. Alors ça, c'est mon petit démon personnel. Moi, j'adore faire des choses que les autres n'ont pas fait. C'est le côté un peu explorateur. Bon. Personne n'avait essayé de transformer le spectateur de passif en actif. L'interactivité, tout le monde en parlait, personne n'en faisait. Donc voilà. Mais en même temps, c'était quand même ce qu'on appelle un prime time. C'était 2 heures de télévision, 40 personnes en direct total, sans filet, avec des gens qui avaient peut-être, comme disait l'autre, leur quart d'heure de célébrité, mais qui n'avaient jamais fait de télévision et qui n'en feraient vraisemblablement plus jamais. Donc il y avait quand même, j'allais dire, un enjeu, quoi, un défi.
Et là, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que ça a été ma manière de retrouver l'émotion ou l'état du comédien. C'est-à-dire que quand on sort d'une émission comme ça, même si on ne joue pas la comédie, bien sûr. On est dans un rôle malgré tout. Les sujets étaient vrais, parce que vous savez, il y a des tas de gens qui ont pensé à l'époque que c'était des acteurs, que qu'on c'était inventait bidonné, des situations. oui, tout à fait. C'était pas bidonné. Mais en même temps, quand on porte sur soi un show, parce que ça, à la fin du compte, c'est un show, et qu'on sort de là, vidé, fatigué, mais tellement heureux. Tellement heureux quand ça s'est bien passé que je pense que c'est pas loin de l'état d'un comédien qui sort de scène ou d'un chanteur quoi, qui fait son récital. On va s'intéresser dans la prochaine discussion au petit Jacques Pradel, à celui que vous étiez. Le petit Jacques Pradel, alors, quel genre d'enfance a-t-il eu? Très sage. J'étais un garçon très sage. Oui, absolument. Ah oui. Bougeais jamais une oreille, je jouais dans ma chambre. Il faut dire que j'ai eu pendant 10 ans, j'ai été quasiment fils unique pendant 10 ans, si vous voulez, parce que pour des circonstances familiales, je n'ai pas connu mon père. Ma mère m'a confié pour mon éducation au tout départ, parce qu'elle avait aussi des problèmes d'existence personnelle à mes grands-parents. Donc j'ai été élevé par des grands-parents pendant près de 10 ans, donc avec des gens d'une génération évidemment qui n'était pas forcément la plus bondissante pour un jeune garçon. Voilà, et puis je crois que c'était aussi, j'étais d'un naturel tranquille, donc j'étais pas du genre brise-fer ou à vouloir vivre des aventures. Bon, et puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre sur mon enfance? Parce qu'en fait, je ne vous raconte que ce qu'on m'a raconté. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas de souvenirs de votre enfance particulièrement? J'ai quelques petits, si bien sûr, j'ai comme tous les enfants quelques tout petits souvenirs d'enfance, mais qui doivent remonter à 3 ans, 4 ans, mais guerre avant. Ouais. Guerre avant, et surtout associé au nord de la France, parce que j'avais un grand-père breton, donc ancien commandant au long cours, et une grand-mère qui était originaire du nord de la France, un petit village qui s'appelait Petit-Fort-Philippe, côté de Gravelines. C'est pas loin de la centrale atomique maintenant, mais à l'époque il n'y avait pas la centrale atomique, donc c'est pas quand même effectivement le romantisme absolu, mais la grand-mère avait obtenu que le grand-père quitte sa Bretagne au moment de la retraite pour venir s'installer dans ce pays qui effectivement est pas très beau, mais que je connais par cœur et où j'ai eu toutes mes premières aventures féminines. Mes copains c'était des fils de pêcheurs ou des fils de marins de la marine marchande ou des ouvriers d'usineurs. Et avec tout ce côté, vous savez, on plaisante toujours, les gens du Nord ont dans le cœur, etc. Bon, parce que vous savez, il leur a pas donné, c'est vrai en plus, c'est vrai. Donc j'ai passé toute mon adolescence aussi, toutes mes vacances se passaient là, on allait en Belgique le week-end, c'était l'exotisme déjà, on était à l'étranger. Et vous nous aviez dit, avant d'être journaliste, vouloir être comédien, c'était une passion qui datait depuis tout petit ou le petit Jacques Pradel voulait faire vraiment un autre métier? Écoutez, pour être honnête, j'ai longtemps hésité entre diplomate ou comédien. Ah, alors j'ai eu ma période diplomate. D'accord. Mais ça allait très loin. Ma période diplomate, je m'en souviens très bien. J'étais alors là, c'est des souvenirs, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais, à l'époque, on comptait les classes, c'était en 9e, 8e. 7e, 8e, oui. Tout petit 9e, 8e. Bon, c'est quoi, CM1, CM2 peut-être? Oh, c'est le CE1, CE2 chose comme ça, ou CE1. Bon. Et alors là, je m'habillais et j'avais demandé qu'on m'offre une cravate. Alors je me mettais une cravate parce que j'imaginais que un diplomate, ça rime avec quelqu'un qui doit cravate. toujours être tiré à 4 épingles, etc. Alors j'allais à l'école en faisant tous mes films. J'étais très, si vous voulez, quand je vous disais tout à l'heure, j'étais très tranquille, je bouillonnais d'expériences extraordinaires, de voyages incroyables, mais dans ma tête. Par les lectures ou par les... Oui, alors peut-être que là, il y a un rapport avec le métier de comédien, c'est une espèce d'imagination où je me mettais en scène dans des rôles. Donc il y a eu comédien, il y a eu pilote de ligne. Pilote de ligne, hein, quand même. Oui, ça, j'aimais beaucoup. Et puis après, il y a eu la période comédien. Si on fait appel à votre odorat, à votre mémoire olfactive, quelle serait l'odeur de l'enfance? Elle n'est pas très, pour moi, très agréable. Je m'en souviens très bien. C'est une odeur très particulière, c'est l'odeur qu'il y a dans des cantines, le matin, une odeur de chocolat froid. Une odeur qui est... Je crois que... il faudrait confronter ça avec d'autres, mais je pense qu'il y a des endroits comme ça qui ont des odeurs, c'est les sous-marins, c'est les pensionnats et c'est les prisons. Et pour moi, c'est un peu la prison.
si vous voulez, toute chose égale d'ailleurs, quoi. Donc je me souviens, oui, de ça. C'était cette odeur de chocolat froid. Au pensionnat, ça. Au pensionnat, oui, parce que j'ai fait de longues années de pensionnat. Donc voilà, mais ça c'est une odeur, elle me revient, je la sens encore, effectivement. Et c'était pas top, quoi, honnêtement. Quoi. Et le fait d'avoir grandi sans papa et sans référent, enfin, vous aviez votre grand-père, oui, bien sûr, mais sans référent plus direct, c'est quelque chose que vous avez, entre guillemets, résilié, comme dirait Boris Cyrulnik ou... Oui, non, c'est quelque chose qui m'a jamais posé aucun problème à cet âge-là, parce que je crois qu'à cet âge-là, peut-être qu'on a une réponse par le corps ou par, j'en sais rien, il ne faut pas être trop simpliste non plus, mais consciemment, en tout cas, j'avais absolument aucun problème, sauf que c'est un peu embêtant, parce que les enfants sont pas très gentils entre eux, quoi, dans le genre, et ton père, il fait quoi, bon. Mais à part ça, franchement, c'était pas un boulet, quoi, pour moi. Et ce sont des questions qui me sont revenues en boomerang, mais beaucoup plus tard dans ma vie, vers l'âge de 40 ans, curieusement. Mais à l'époque, non, pas du tout. Et pourquoi à ce moment-là? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en sais rien. J'ai commencé à sentir l'absence d'une structure peut-être paternelle que j'ai pas eue, c'est vrai. Bon, et peut-être aussi parce que bon, quand on est adulte, alors peut-être j'étais adulte très tard d'ailleurs, mûr très tard. Bon, moi j'ai rien dit. Hein. J'ai commencé à me poser ce genre de questions à ce moment-là. D'accord. Peut-être que vous avez été papa vous-même, non? Parce que vous avez eu 3 filles. Oui, bien sûr, mais j'avais eu des filles déjà assez jeunes. Je crois que premier enfant, je devais avoir 27 ans. Donc, non, voilà. C'est venu un peu, et ça a pris de la place, ça a pris, en même temps, sans être non plus, je veux dire, un drame intérieur, mais cette absence m'a pesé à ce moment-là, à cet âge-là. Et c'est curieux, encore un hasard, que quand Pascale Brognaud m'a appelé en été 80... Alors Pascale Brognaud, c'était la directrice... C'était directrice à l'époque des programmes de TF1, mais qui avait été la directrice des programmes de Antenne 2 à l'époque, donc j'avais travaillé dans le cadre de son unité, et c'est quand même extraordinaire qu'elle m'appelle pour présenter une émission qui s'appelle Perdu de vue, que je n'ai pas inventée, parce que simplement le présentateur prévu avait fait défection, et qu'elle me demande à moi de recevoir une fois par mois des gens qui me demandaient de retrouver parfois des pères, parfois des mères, parfois des gens en tout cas de leur famille. Quoi. Vous n'avez jamais cherché le vôtre? Ah non, je ne l'aurais jamais cherché. Alors ça, la question était résolue de ce côté-là très très nettement. Si vous pouviez rencontrer le petit Jacques Pradel au coin de la rue, petit enfant de 6-7 ans, vous lui diriez quoi? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je lui dirais. Je ne lui dirais pas qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Ou si, je lui dirais ça parce qu'on demande ça à tous les enfants. En général, on leur demande quel âge tu as, dans quelle classe tu es et qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Donc j'aurais posé ces 3 questions-là. Ouais. Vous ne lui auriez pas donné un conseil plutôt ou... Ah non. Averti sur la suite, prévenu de quelque chose? Non, rien du tout. Non, là vraiment non. Ni à celui-là, ni à un autre enfant. Vous nous avez dit avoir été élevé en pensionnat aussi. On va en reparler dans la conversation plus religieuse de notre émission. Le pensionnat, c'est pas forcément toujours bien vécu par les enfants. Vous l'avez vécu comment, vous? Très mal. Très mal. C'était chez les oratoriens, c'est ça? Alors j'ai commencé chez les oratoriens, dans les classes avant la 7e, que si vous voulez. Et alors d'ailleurs, je n'avais pas très bien compris, parce que quand on me demandait, justement, les adultes me disaient, mais où est-ce que tu vas en classe? Je disais, je vais chez les végétariens. Parce que j'ai confondu, ça faisait évidemment tout le monde. Pas exactement la même mais manière là, de voir non, les choses. j'ai des souvenirs vraiment très négatifs, si vous voulez, qui sont associés au fait qu'un pensionnat, c'est la loi de la jungle. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, je ne veux pas généraliser, mais moi, ce que j'ai vécu, c'était quand même ça, la loi de la jungle, les têtes de Turcs, les problèmes de bizutage, les gens qui vous... oui, voilà, enfin, une espèce de pression, de stress permanent. Moi qui étais plutôt un garçon doux, j'ai quand même appris aussi à ce qu'on ne marche pas trop souvent sur les pieds. Mais je continue à l'âge adulte aussi à être très mécontent de ça. Quand quelqu'un vous force à être ce que vous ne voulez pas être. Dans un pensionnat, vous êtes obligé. Parce que si vous ne mettez pas les bornes, vous êtes cuit. Et ça va durer tout le temps. Donc, j'ai pas aimé cette ambiance-là. J'ai pas aimé à l'époque, il y avait des profs qui étaient
qui giflait les élèves, c'était vraiment une... Enfin, voilà, je n'ai que des souvenirs négatifs, quelques souvenirs d'amitié avec quelques garçons de l'époque, bon. Et puis surtout, quand même, le fait de ne sortir qu'à Noël, à Pâques et l'été, quoi. Alors si ça a été une contrainte à tous les niveaux, j'imagine que tout ce qui concernait aussi l'éducation religieuse, puisque c'était un pensionnat tenu par des frères, faisait partie du même sac en fait. Finalement, toute la question de Dieu était un peu... Oui, mais je vais vous dire une chose, très, très honnêtement. On fait comme en prison. C'est-à-dire que... Enfin, moi, j'ai fait comme ça. Pour être tout seul à la cantine, pour ne pas être emmerdé par les autres, pour dormir 2 heures de plus ou une demi-heure de plus, j'étais un excellent enfant de cœur. Je m'étais proposé, parce que c'est formidable, parce que l'enfant de cœur, vous savez, on était de service d'enfant de cœur. Alors, une semaine toi, une semaine l'autre, etc. Alors cette semaine-là était formidable, parce que je dormais une demi-heure de plus, pendant que j'avais les salles de bain pour moi, les douches pour moi. Je ne pouvais pas prendre mon petit déjeuner, parce qu'il fallait montrer l'exemple, donc je communiais. Et je servais la messe, très bien, mais j'adorais ça. En plus, peut-être le côté spectacle, mais non, en plus, le prêtre était quelqu'un... Enfin, il n'y avait pas que des... Je veux dire, j'étais pas non plus chez des ogres, des gens qui m'ont terrorisé toute ma vie. Il y a des gens très, très bien. Et donc, voilà. Et puis après ça, après la messe, comme on n'avait pas déjeuné, puisqu'il fallait communier, à ce moment-là, j'allais prendre mon petit bol de café, mes tartines, tranquilles, sans être emmerdé par les autres. Donc, finalement, une utilisation très, très utilitariste, justement, de la religion. Quelle place tient Dieu aujourd'hui dans votre vie? Ou est-ce qu'il en tient une déjà? Écoutez, moi je sépare la spiritualité et bon, j'ai été baptisé, de sa forme, ouais. Je suis allé dans des institutions catholiques, je suis allé souvent à la messe le dimanche comme tous les catholiques avec mes grands-parents, parce que mon grand-père était vraiment, c'était la messe le dimanche, donc je connais tout ce rituel-là, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 16 ans, quoi, à peu près. Et j'ai pas été non plus au collège religieux jusqu'à 16 ans, hein. J'en suis sorti, je sais pas, je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça, en 6e, 5e, non, 5e, classe de 5e, je sais pas, 11 ans, 12 ans peut-être, voilà. Donc si vous voulez, j'avais la mécanique, je ne critiquais pas spécialement la religion, j'y allais quand même plus pour faire plaisir à mon grand-père et à ma grand-mère que pour moi. J'avais de l'instruction religieuse, mais avec des prêtres qui étaient tout à fait corrects. Enfin bon, sans... Mais on parle de la forme, là, le fond. Oui, je ne parle que de la forme parce que j'avais pas le fond. Ouais. Parce que j'avais pas le fond. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai appris aussi ce que c'était que la spiritualité. Donc, je suis plus touché, quelle que soit la religion, quel que soit l'endroit de la planète, par la relation qu'ont les êtres humains avec quelque chose qui peut leur être supérieur. Je ne ris pas de ça. Je trouve pas ça débile ni arriéré. Je suis toujours très intéressé, mais je suis pas plus intéressé par les bouddhistes que par les catholiques ou par les prêtres vaudous. Donc vous n'avez pas de relation spéciale avec le Dieu de votre enfance Non, honnêtement non. D'accord. Non, j'en ai pas. Vous n'avez pas la foi, on peut pas dire ça comme ça. On peut pas dire ça comme ça. Faut jamais. On sait jamais. Il paraît que ça peut vous tomber dessus n'importe quand. Donc voilà, j'ai lu aussi avec beaucoup de passion toutes les Claudel, ce nom de son. Bon, j'ai rencontré des tas de gens, comme Jean Guiton, avant sa mort, etc., avec qui j'ai eu des conversations très, très intéressantes. Mais disons que non, j'ai pas... et ça, je pense quand même que c'est peut-être tout ce qui est représentant de Dieu, je veux dire prêtre, hein, en fait. Hein, mais j'ai le même avis sur les prêtres bouddhistes ou sur les prêtres de quelque religion que ce soit. Je n'ai pas beaucoup de... Voilà, Au point d'avoir voulu à un moment vous faire débaptiser. Ah mais ça c'est ma crise d'adolescence, c'est vrai. Oui, non, absolument, parce que... Mais il faut vous dire quand même, bon, j'avais 17 ans, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mon livre de chevet c'était Paroles de Jacques Prévert, où il y avait quand même un poème à l'Immaculée Contraception. Ouais. Donc j'étais complètement... Et j'étais fasciné par les surréalistes, j'avais lu Rimbaud, bon. Donc, si vous voulez, et j'étais en crise. Bon. Donc ça faisait beaucoup de raisons, et un jour je me dis, mais finalement, j'ai passé des années dans une institution catholique, pas qu'avec des bons souvenirs, voilà, parce que ça a été quand même... Il y a eu des épisodes un peu difficiles pour moi, et j'ai eu ce côté, bon, très théâtral finalement, de dire... Bon, on y revient toujours. Et j'ai appelé, oui, et j'ai appelé la paroisse de l'église de la Trinité, où j'avais été baptisé, à Paris, dans le 9e arrondissement à Paris.
Et j'ai demandé à parler à un prêtre et je lui ai dit comment on fait mon père pour se faire débaptiser. Bon, il y a eu un blanc à l'antenne et il m'a dit, et il m'a expliqué très bien, cela dit, il n'a pas ri, hein. Il m'a dit il m'a expliqué que c'était un sacrement et qu'un sacrement ne pouvait pas s'enlever, que c'était comme ça. Voilà, bon. Alors finalement, ça ne m'a pas empêché de vivre non plus, quoi. Alors des religieux, vous en parlez très bien. Ça fait depuis le début de l'émission que j'ai votre dernier livre sur les genoux. Je voudrais le montrer. Mes chemins secrets, dans lequel vous nous racontez 4 aventures de reportages tout aussi diverses les unes que les autres, dans différents pays. Et la toute dernière, qui est peut-être celle que vous racontez le moins, mais où on le sent tout à charge émotionnelle, ça s'est passé en Mongolie, à Oulan-Bator, au milieu de 3 religieuses et un jeune prêtre de 27 ans, de religion catholique, tous les 4, qui vous ont appris pas mal de choses. Quand même, mine de rien. Eux s'occupaient des enfants des rues. Ah, mais mine de rien, mais... Non, il ne faut pas prendre mal. C'est-à-dire que moi, je suis honnête avec vous. Je vous dis, franchement, bon, la hiérarchie catholique, ça m'indiffère. Enfin, je vis à côté, je vis sans, et voilà. Bon, mais je ne mange pas du curé à mon petit déjeuner tous les matins. Par contre, quand je rencontre des êtres humains qui mettent en accord leur foi, qu'il me fait pareil, enfin que je ne ridiculise, je n'ai jamais voulu ridiculiser quelqu'un qui avait la foi. Je trouve que le respect que j'ai pour les autres m'incite à surtout ne pas avoir de jugement, et en tout cas pas de jugement négatif. Mais vous trouvez des gens, l'un a 27 ans, ce prêtre. Bon. Les religieuses ont il y en a une qui a 20... Mais je crois que la plus âgée a 33 ans, il me semble. 22 ans, sœur Marie, je me souviens d'elle. Bon, il y en a une qui a 33, 34 ans et une autre qui a une cinquantaine d'années. Ces femmes-là et ces hommes-là, parce qu'il y avait aussi un prêtre qui lui était plus contemplatif, on va dire, mais qui était là-bas aussi, donc il y avait 5 personnes, mettent leur vie en accord avec ce qu'ils ont de plus, avec ce à quoi ils croient le plus. Je trouve ça admirable. C'est-à-dire qu'ils veulent être... Ils n'ont pas un discours sur les pauvres. Ils sont là où il y a des pauvres. Ils sont là où on souffre. Ils vivent de la même manière. Voilà. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable. Et alors avec des choses, si vous voulez, qui pourraient faire sourire, mais bon, par exemple, il faisait moins 40. Pendant 3 jours, on a eu moins 40. C'est quand même une température très très fraîche. Il y avait l'une de ses sœurs, sœur Martine. Et on va ensemble, on tourne ensemble, moi j'étais témoin de ça, je voulais tourner, montrer ce qu'elle faisait avec les pauvres et les enfants des rues d'Oulan-Bator. Et à un matin, je m'aperçois que la fameuse sœur Martine, elle n'a plus de gants. Moins 40, je veux dire. Alors elle mettait évidemment ses mains dans ses poches, mais de temps en temps, on faisait des courses sur une sorte de souk à ciel ouvert, un souk, comme un souk marocain, mais par moins 40. Bon. Où on trouve de tout, on trouve des télévisions, on trouve des couvertures, des tapis, du savon, des bonbons, du dentifrice, etc. Et je lui dis, mais Martine... vous ne dites pas ma sœur, vous dites Martine. Ouais, moi je disais Martine. Voilà, Martine. Oui. Martine, Dominique, oui, absolument. Oui, très bien. Martine alors. Et donc je dis, mais Martine, vous allez pas... regardez, qu'est-ce que vous avez fait de vos gants? Elle me dit, je les ai donnés à un pauvre. Alors ça peut faire sourire dans un salon à Paris. Sur place, je vais vous dire, moi j'avais les larmes aux yeux. Je retire, mais alors moi on était bien équipés, moi et le caméraman, on avait 2 paires de gants. On avait une paire de gants de soie, parce qu'il fallait manipuler la caméra de temps en temps, bien chaud, puis au-dessus une grosse paire de gants. Donc je retire le gant et je lui donne mes gants. Je lui dis, attendez, moi j'ai les gants de soie, tout va bien. Le lendemain, on se revoit. Je retrouve la Martine, les mains nues. Je dis, mais attendez Martine, je vous ai donné mes gants hier, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, mais parce que vous comprenez, il y a une famille qui est venue ce matin et puis ils n'avaient rien et j'aurais donné. Bon, alors c'est des petites choses comme ça, moi je trouve ça extrêmement émouvant. Et en même temps, il faut avoir une foi et une... Je ne sais pas comment on peut définir ça, pour... Vous savez, les lieux communs, quelquefois, prennent tout leur sens. C'est des gens qui vident l'océan avec une petite cuillère. Et pas grande, la petite cuillère. Et ils s'en foutent. Tous les matins, ils vont vider la mer avec la petite cuillère. Ces gens-là faisaient la nourriture pour 300 personnes sur une seule plaque unique électrique dans une lessiveuse. Et ça commençait à 5 heures du matin. Et puis quand il y avait une lessiveuse de fête, on recommençait avec la deuxième, etc. Et ils nourrissaient 300 ou 350 personnes par jour. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la lessiveuse? On la descend
dans les escaliers, puis après on fait du stop au bord de la route pour amener ça dans une école désaffectée où les gens viennent manger. Enfin, moi j'étais, je vous dis, c'est peut-être l'un des reportages qui m'a le plus touché au cœur, quoi. Oui, ça passe très très bien d'ailleurs. Ouais. Vous avez dit le très beau mot de respect, c'est la valeur dont vous avez souhaité parler dans cette émission, donc on va en parler dans la prochaine conversation, le respect. Ouais. En quoi pour vous, on continue, nous à discuter, en quoi pour vous, Jacques, le respect est une valeur totalement essentielle aujourd'hui, dans votre vie, puis dans la vie en général? Écoutez, moi ça m'est venu, d'abord parce qu'il y a une époque de ma vie où on ne m'a pas respecté. Je crois que c'est peut-être parce que, vous savez, c'est parlez-moi de moi, il y a que ça qui m'intéresse. Je crois que quand on a des valeurs comme ça, il y a bien une raison, elles ne tombent pas du ciel. Bon. Donc pour moi, c'est ça, c'est parce que je pense qu'on ne m'a pas respecté. C'est-à-dire au moment où je pense que dans cette enfance, et pas que dans les institutions spécialement catholiques, mais dans la vie, la manière dont on traitait les enfants dans les années 50, comme des paquets qui n'ont... Tais-toi, tu parleras quand on te dira, fais ceci, fais cela. Enfin, c'est difficile peut-être pour des gens qui sont nés dans les années 80, d'imaginer comment c'était, quoi. Je veux dire, alors c'était pas le bagne non plus, mais je trouve que c'était une manière irrespectueuse de traiter les enfants. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une rencontre, c'est la rencontre que j'ai faite avec ma première grande émission de radio, avec Françoise Dolto, qui était psychanalyste et spécialiste des enfants, et qui venait tous les jours, enfin, j'allais chez elle toutes les semaines enregistrer une émission qui était diffusée par petits bouts, une fois par jour. Et c'est elle qui m'a appris ça. Parce que, et elle, dont on n'a pas tout compris d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut expliquer Dolto. Oui, on l'a parce qu'elle a dit à un moment, elle a dit l'enfant est une personne. Oui. Mais c'est ça le message. Alors les gens ont compris l'enfant est une grande personne. Non, l'enfant est une personne, ça veut dire l'enfant est une personne comme vous. Il faut la respecter. C'est pour ça que cette notion de respect, pour moi, est absolument fondamentale. Et je pense qu'en respectant les enfants, on leur apprend à respecter également les autres. Et il ne faut pas avoir peur de leur demander de respecter les parents. Donc je pense que... Alors on en plaisante parce que dans les banlieues, respect, tout ça, bon. Ouais. Mais oui, mais tant mieux qu'on dise ça, tant mieux. Mais pas pour des choses superficielles, quoi. Alors, dans votre livre, il y a un très beau texte qui pourrait très bien illustrer cette notion de respect. Il est juste à la fin, si vous êtes d'accord pour en lire éventuellement un morceau. C'est le texte d'un chef indien. Ah, si vous voulez, oui. Ouais, je trouvais que ça collait bien avec la conversation. Il faudrait peut-être, avant page 258 très exactement. Ah, 258. Il faudrait peut-être expliquer d'abord le contexte dans lequel ce texte a été écrit, si tant est que c'est le texte d'origine, voilà, parce qu'on ne sait pas bien, c'est un peu mystérieux. Enfin... Oui, il y a une question. Moi, j'ai eu ce texte par l'intermédiaire d'Alain Bougrain-Dubourg au début des années 80. Ça venait de toute la mouvance New Age en Californie. Et on s'est mis finalement à respecter, pour le coup, mieux les Indiens que les Américains appellent souvent les Premières Nations. On ne dit pas les peuples premiers, on dit les Premières Nations. Et ce texte m'arrive, je le lis, traduit en français, et je trouve ce texte sublime, sublime. Il est très beau. Parce que, qu'est-ce que c'est? C'est le discours du chef Seattle en 1854. C'est donc un chef indien à qui le président des États-Unis a fait dire qu'il va falloir donner les terres ancestrales aux Blancs, enfin au gouvernement des États-Unis, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, on va leur donner une réserve où ils seront très heureux, etc. Il faut donner leurs terres pour le progrès, pour cette nation en train de se construire. Et le texte est censé être la réponse de ce chef indien qui fait un discours pour à la fois remercier en riant jaune le président des États-Unis et en même temps pour lui balancer un message qui est en même temps pour moi un texte prophétique parce qu'il est un tout petit peu après le milieu du 19e siècle et il est en train de nous raconter ce qu'on vit sur la planète aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les inquiétudes sur l'écologie, l'environnement, le fait qu'on ait transformé le berceau de l'humanité en poubelle. Bon, c'est dans ce texte. Alors, précision journalistique, c'est censé être la réponse. Alors voilà, je suis allé vérifier aux archives nationales américaines où on doute du fait que l'Indien soit exprimé comme ça. Le texte, en tout cas, la première publication de ce texte, et ça je l'ai vérifié, c'est 1884 par un Dr Smith, je ne sais plus son prénom, enfin Smith en tout cas, dans un journal, qui publie ce texte en disant « J'étais là, j'ai pris en note, j'ai fait traduire, voilà ce que disait ». À la limite, peu importe s'il l'a dit ou pas dit, parce que la portée, elle est totalement universelle de ce texte. Et encore un tout petit mot, avant d'en lire un extrait. Je lis ça à la radio, sur France Inter. Je reçois derrière ça des
des centaines de lettres d'auditeurs disant « Envoyez-moi la copie, c'est un texte sublime, c'est formidable, etc. » C'était avant les premières publications. Après, il y a eu des publications de livres sur les Indiens, dans lesquels il y a eu des avatars de ce texte. Maintenant, je le dis à tout le monde, c'est là la caméra, il est sur Internet. Voilà. Ou sinon, il est dans votre bouquin aussi. Ah oui, il est dans le bouquin, c'est vrai, vous avez raison. Il fait même pas de pub pour son livre. Non, ça aurait été quand même. Non. Enfin voilà, il est sur Internet, il est en plusieurs versions. Alors, en fait, donc, tout ce que dit cet homme, c'est je vous remercie, on va s'en aller, on va quitter nos terres, on n'est pas content de quitter nos terres, mais de toute façon, on sait que maintenant, c'est fini pour nous, quoi. En fait, c'est un texte très, très amer. Et alors voilà ce qu'il dit à un moment, il dit « Mais les Blancs passeront, eux aussi, et peut-être avant les autres tribus. Continuez à souiller votre lit, et une belle nuit, vous étoufferez dans vos propres déchets. Mais dans votre perte, vous brillerez de feux éclatants, allumés par la puissance du Dieu qui vous a emmené dans ce pays, et qui, dans un dessein connu de lui, vous a donné pouvoir sur cette terre et sur l'homme rouge. Cette destinée est pour nous un mystère, nous ne comprenons pas. Lorsque tous les buffles sont massacrés, les chevaux sauvages domptés, lorsque les recoins secrets des forêts sont lourds de l'odeur d'hommes nombreux, l'aspect des collines mûres pour la moisson est abîmé par les câbles parlants. Où est le fourré? Disparu. Où est l'aigle? Il n'est plus. Qu'est-ce que dire adieu au poney agile et à la chasse? C'est finir de vivre et se mettre à survivre. C'est un texte, mais vraiment extraordinaire. Et je voudrais juste vous citer les 8 dernières lignes. Qui sont sublimes aussi. Oui. Parce qu'après, il dit, voilà, bon, on va y aller dans notre réserve, et puis peut-être que vous avez raison, peut-être qu'on est frères, finalement, on verra plus tard. Et il dit, gardez en mémoire, et là il s'adresse aux Blancs, gardez en mémoire le souvenir de ce pays tel qu'il est au moment où vous le prenez. Et de toute votre force, de toute votre pensée, de tout votre cœur, préservez-le pour vos enfants et aimez-le comme Dieu nous aime tous. Nous savons une chose, notre Dieu est le même Dieu. Il aime cette terre. L'homme blanc lui-même ne peut pas échapper à la destinée commune. Peut-être sommes-nous frères, nous verrons. C'est sublime. Et une transition magnifique pour la prochaine conversation consacrée à l'écologie. Consacré à l'écologie et avec un vrai coup de cœur pour Nicolas Hulot, dont on parle beaucoup au moment où on enregistre cette émission. Nicolas Hulot et son pacte écologique, j'imagine que vous l'avez signé. Non, je ne l'ai pas signé. Alors non, absolument pas. Non, je l'ai pas. Il se trouve que je ne l'ai pas signé. Moi. Bon, je sens que c'est quelque chose qui va se faire. Mais vous faites, Nicolas, si tu m'écoutes. Alors, qui nous alerte tous depuis des années sur la crise écologique que traverse le monde. Il y a des mots forts. Il faut opérer une mutation écologique. Ça conditionne et détermine tout le reste, économie, le social, la santé, etc. Et c'est ça qui vous parle. Oui, moi, ce qui me parle, bon, je suis très heureux que 500 000 personnes aient signé ce pacte. Je l'ai signé moralement, bien entendu. Enfin, bon, je l'ai pas envoyé, j'aurais pu l'envoyer par Internet, je ne l'ai pas fait. Je m'en excuse. Mais je suis évidemment convaincu d'avance. Vous êtes honnête en tout cas. Non, mais il faut le dire. Quoi. Bien sûr, pourquoi je vous dirais le contraire. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette démarche, bien sûr que les citoyens, c'est bien que 500 000 citoyens disent voilà, nous, on est d'accord. Mais c'est pas ça que j'admire. Mon coup de cœur pour Nicolas Hulot, c'est pas ça. C'est qu'il a fait, en quelques mois, beaucoup plus que jamais on a fait dans le système politique qui est le nôtre, pour que les responsables acceptent enfin d'arrêter d'avoir des idées reçues, des idées toutes faites sur l'écologie, sur l'environnement. Alors, je le comprends en même temps. On sait tous qu'un homme politique ou une femme politique, c'est quelqu'un qui a une durée de vie extrêmement brève. Or, dès qu'on parle de développement durable ou d'écologie, les décisions qui sont à prendre, c'est comme le dit le chef indien, c'est pour nos enfants, c'est l'héritage qu'on va laisser aux autres. Donc on prend aujourd'hui des décisions qui vont être de toute façon contraignantes, qui vont pas faire plaisir à tout le monde, qui vont nous faire peut-être changer l'habitude de vie, et c'est pour dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Quel est l'homme politique qui peut se dire, mais alors mes électeurs, je vais leur faire du mal là, et ils vont pas pouvoir me réélire, parce que si peut-être dans 50 ans, on aurait dit vraiment bravo, là vous avez du courage. Bon, donc je comprends ça. Mais là, Nicolas Hulot, je trouve que tant mieux, c'est lui. Il y a eu Yann Arthus Bertrand, qui a beaucoup fait également. Ce sont des gens de communication, finalement, des gens de conviction et des simples citoyens. Mais ce qui compte, c'est pas que les simples citoyens soient convaincus, parce que je crois qu'ils le sont tous, bien au-delà des 500 000 qui ont signé, c'est les hommes politiques. C'est les partis politiques, c'est le fait de prendre ça en compte. Et je pense qu'ils se sont engagés quand même. Oui.
Et nous sommes les citoyens, c'est nous qui avons des bulletins de vote. Alors, il faut faire, comme dit Nicolas Hulot, il faut faire confiance. Mais il faut espérer que cette confiance ne soit pas trahie. Restez vigilant quand même. Alors le même Yann Arthus-Bertrand que vous venez de citer reconnaissait à Nicolas Hulot le mérite d'avoir repris un débat qui était confisqué par les Verts depuis plusieurs années. Oui, alors ça, là on entre dans la politique, si vous voulez, politicienne, parce que bon, moi je n'appartiens à aucun parti, si c'était le cas je vous le dirais, mais c'est pas le cas. Et puis je trouve qu'en tant que personnage public, je n'ai pas à dire trop mes choix de citoyen. Mais s'agissant de l'écologie, il est évident qu'il y a un aspect politique au sens noble du terme. Changer de mode de vie, ça a des modifications sur cette fameuse croissance. La croissance. Bon, alors, à partir du moment où on se dit peut-être qu'il faut un peu de décroissance, peut-être qu'il faut revenir à... Voilà, il faut peut-être arrêter cette espèce de course à l'échalote du progrès qui nous mène dans le mur, comme on dit. À ce moment-là, il y a quand même des implications politiques. Il faut bien que des gens prennent des décisions. Et que l'écologie, ce n'est pas uniquement s'occuper de la pureté de l'air. Tout est lié, finalement. On ne peut pas séparer les problèmes comme ça. Mais Nicolas Hulot, je crois qu'il en est parfaitement conscient. Simplement, il ne veut pas, justement, sortir de son rôle de citoyen. Et je trouve qu'il a raison. Il a eu raison de ne pas se présenter ? Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, je crois qu'il a eu raison parce qu'il aurait été, pour le coup, au bout d'un processus qui aurait pu... Moi, je crois que tout ce qui fait du mal à la démocratie, objectivement, il faut éviter de le faire. Vous savez, à un moment, il y avait tout ce discours, oui, les hommes politiques, tous pourris. Oui. Bon. Mais ça amène les dictatures. Ça amène les hommes providentiels. Et moi, je n'aime pas les hommes providentiels. Donc voilà. Donc je pense qu'il a eu raison de ne pas sortir de ce rôle parce qu'il aurait vraiment bouleversé. Et il n'aurait pas été élu président de la République de toute façon. Mais il aurait envoyé sa boule dans un jeu de quilles sans savoir trop quelle quille allait tomber. Et je trouve qu'il a été très, très responsable. Ça vous parle le fait que quelqu'un qui fait le même métier que vous, quand même, qui était animateur, lui, à la télévision, ait pris une telle dimension et alerté sur quelque chose d'aussi essentiel dans son domaine à lui, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dit, tiens, un jour, il faudra que je fasse ça aussi pour... Non, moi, je le salue. Venant de Nicolas, je le salue parce que moi, je connais, j'allais dire, tous les Nicolas Hulot. Tout à l'heure, vous me demandiez ce que je dirais au petit Jacques. Moi, j'ai connu le Nicolas Hulot qui ne parlait pas du tout d'écologie, qui était un fanat d'aventure, de voyage, d'extrême. Il avait une émission qui s'appelait Les Fêlés à l'époque. Et moi, les premiers voyages que j'ai faits avec lui, c'était pas du tout pour défendre la nature et montrer la beauté de la nature, c'était pour se confronter à des défis, aller au pôle Nord magnétique avec un skidoo, où je l'ai accompagné, aller au pôle Nord encore une fois, mais le vrai, celui-là géographique en ULM, bref, c'était pas Ushuaïa nature, hein, bon. Donc, après ça, et avant ça, il y avait eu Nicolas Hulot, le photographe, qui avait bourlingué sur l'ensemble de la planète comme photographe de presse. Il y a eu Nicolas Hulot, des émissions enfantines. Bon. Et puis après, petit à petit, il y a eu cette formidable aventure d'Ushuaïa Nature, d'Okavango et de tout ce qui s'en est suivi. Et je crois que Nicolas est vraiment... et moi qui le connais bien, j'ai assisté finalement à ça de loin, parce qu'on ne se voit pas tous les matins, mais on se connaît bien et on s'aime bien. Il a vraiment évolué, c'est-à-dire qu'il a su ouvrir les yeux. Il a su réfléchir, il a revu des paysages qu'il avait vus 20 ans avant, il a vu que les choses avaient changé, il a vu que l'espace vital se rétrécissait comme une peau de chagrin autour d'un certain nombre de gens qui d'ailleurs eux en général sont prisonniers de l'endroit géographique où ils vivent. Donc je trouve qu'il a extrêmement bien évolué. Alors maintenant, quant à savoir si j'ai envie de faire la même chose, je me suis jamais posé la question, je crois que j'ai pas la fibre. Je crois que j'ai pas la fibre politique en tout cas. J'ai pas envie de changer la vie de mes concitoyens de cette façon-là. J'ai envie de continuer à être un témoin, de ne pas, par contre, de ne pas hésiter à dire quand il faut dire, mais je préfère rester dans ce rôle-là. Ah ben, on va quand même, malgré tout, alerter les citoyens sur quelque chose. Il y a un coup de gueule dans cette émission. C'est vous qui en avez choisi le thème et c'est une question de justice. On va en parler tout de suite. Alors, de justice, Jacques Pradel, et plus particulièrement de responsabilité. Ça, c'est un mot sur lequel vous voulez insister. Tout remonte à Témoin numéro 1, en fait. Oui, vous avez présenté cette émission. Voilà, j'ai fait cette émission, effectivement,
qui nous a plongé dans les rouages du monde judiciaire. Oui. Nous, qu'est-ce qu'on faisait là? Alors, je reviens 2 secondes là-dessus. Évidemment, pas pour demander aux gens de faire de la délation, on n'a pas fait la chasse aux criminels, comme on l'a dit, etc. Non, on était du côté du citoyen, et du côté du citoyen qui souffre, du côté des gens qui avaient ce que moi j'ai appelé à l'époque la double peine, mais peine au sens de la peine affective, évidemment. La première peine, c'est d'avoir perdu quelqu'un qui, en général, est mort dans des circonstances criminelles, donc dramatiques. Et la deuxième peine, c'est de ne pas savoir ce qui s'est passé. Et si on ouvre un code... dossier? Oui. Non, mais je parle le mot m'échappe simplement parce que je pensais à autre chose. Le code de procédure pénale. Ah oui, pardon. Il y a un article qui vous dit que lorsqu'une affaire est dans cette fameuse période de prescription, vous savez que quand un événement criminel a lieu, au mieux, une instruction judiciaire est lancée, la police enquête, travaille, prend ses conclusions au juge, et là, ou bien on a démasqué l'assassin et la justice suit son cours, ou bien on ne l'a pas démasqué, ou bien il y a eu des erreurs au début d'une enquête, et on ne sait pas ce qui s'est passé. À partir du moment où on est au dernier acte judiciaire, pendant 10 ans, c'est ce qu'on appelle la période de prescription. Si on retrouve la personne dans ces 10 années-là, elle va devoir affronter la justice pour payer. Et au-delà, c'est fini. Au-delà, c'est fini. Et donc, dans cette période de 10 ans, que dit le Code de procédure pénale? Il dit que si un fait nouveau survient, il est de nature à pouvoir relancer l'enquête. Et donc, toute cette émission n'était faite que pour ça, pour recueillir d'éventuels témoignages, parce que les témoignages sont considérés comme des faits nouveaux, qui permettent à un juge d'instruction de relancer une enquête pour voir si, peut-être, il n'y aurait pas un moyen de sortir cette affaire de l'impasse. Bon. Et à ce moment-là, j'ai évidemment côtoyé des juges d'instruction, des avocats, enfin tout le monde judiciaire, des bâtonniers au procureur de la République et aux juges d'instruction. Et il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est que j'étais devant, les juges sont des gens qui sont irresponsables. Au sens étymologique, évidemment, du terme, il n'y a pas de provocation dans ce que je dis. Ça veut dire simplement que s'il faut une boulette, eh ben voilà, il faut une boulette. Alors il y a des recours, mais qui sont très très compliqués. C'est toute l'affaire d'Outreau, là, qui finalement. sont prévus. Oui, alors, mais là, on était bien avant Outreau. Mais moi, j'ai eu le cas de, par exemple, j'ai vécu ce cas d'un homme qui a tenté de violer sa fiancée qui voulait rompre, qui l'avait au passage tenté de l'étrangler. Bon, jusqu'à ce que mort s'en suive, mais là, quelqu'un était arrivé, qui est présenté à un juge d'instruction, qui décide de ne pas le mettre ni en garde à vue, ni en... Enfin, qui le met peut-être en garde à vue, mais qui le libère, et qui le met en tout cas pas en détention préventive jusqu'au procès, au nom de du droit, en fait, à présomption d'innocence. Bon. Que fait ce garçon? Il escalade la maison 3 jours après, pendant la nuit, et il tue vraiment, il termine le travail. Bon. C'est terrible. Je veux dire, enfin, c'est quelque chose de terrible. Alors, on se tourne à ce moment-là vers le juge, on lui dit, mais alors, il n'est pas responsable, ce juge-là? On ne dit pas qu'il faut condamner le juge, mais au moins qu'on se pose la question. Je veux dire, la mort de quelqu'un, ça peut justifier qu'on se pose quelques questions. Que les citoyens aient le droit de mettre la personne qui a fait une faute professionnelle devant ses responsabilités. Si on est maire d'un village et qu'il y a un gamin qui tombe d'un toboggan, mais vous allez aller devant la justice. Si vous êtes médecin et chirurgien et que vous ratez votre opération, et que la personne reste dans le coma, vous allez répondre de vos actes. Si vous êtes conducteur de la RATP et que vous écrasez quelqu'un sur un passage clouté ou même en dehors d'un passage clouté, vous allez devoir répondre de votre responsabilité. La justice ne veut pas le faire. Alors, on a eu l'espoir que ça allait se faire, avec Outreau, parce qu'on s'est dit, bon là, c'est plus possible, on va mettre des caméras pour enregistrer les gardes à vue, on va demander la présence des avocats plus pendant les gardes à vue, on va demander que le juge doive répondre, etc. En fait, on a déshabillé totalement cette réforme, comme chacun le sait. Là, je m'engage, je sors effectivement de mon rôle, moi, c'est mon sentiment, là, c'est des citoyens qui parlent. Donc, ça résiste. Et là, il y a l'histoire de ce petit Julien, 3 ans, qui a disparu près de Valence. Bon. On met en garde à vue quelqu'un, mais je ne dis pas que les policiers n'ont pas fait leur travail, ni qu'ils ont été des tortionnaires, mais voilà, on a appliqué quelque chose, on a stoppé les recherches par ailleurs, parce qu'on était tellement persuadés qu'on avait le coupable sous la main, puis il se trouve que le coupable s'est suicidé, donc il y a 2 morts dans cette affaire déjà, et vraisemblablement 2 morts innocentes. Oui. Bon. Donc, alors... Voilà, mais on ne va pas faire le procès public, ça n'a jamais été dans mes intentions. Mais c'est la notion de responsabilité qui vous... Moi, je pense que quand même, ce serait quand même la moindre des choses, non? Qu'on puisse, enfin, que les parents
que les familles de ces deux morts puissent demander des comptes. Des comptes devant la justice, évidemment, pas de se faire justice eux-mêmes. Et quitte à ce que la justice innocente le juge et dise non, il n'y a pas eu de faute professionnelle, mais qu'on s'arrête 3 minutes quand même. Non, c'est une vraie question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me fait sortir un peu de mes gonds parce que je trouve que c'est pas normal, quoi. Avant, on disait que l'armée, on pouvait pas. Bon, on commence maintenant à pouvoir mettre en cause l'armée qui était inatteignable avant. Mais ce sont des institutions qui fonctionnent sur l'argent public, qui ne sont pas forcément négatives, mais je pense qu'elles doivent être à la hauteur de la responsabilité du simple citoyen. Eh ben voilà un coup de gueule, à mon avis. Ça va mieux déjà. Non, mais je pense que beaucoup de téléspectateurs vous rejoignent forcément sur quelque chose qui a l'air aussi évident. Mais il faut aller plus loin, alors. Ça. Ah, voilà, mais on a des législateurs, on a des députés, je veux dire. Il faut aller les chatouiller un petit peu alors. Ben, je sais pas, il faut discuter avec eux. On va terminer cette émission avec des petites questions qui partent un petit peu dans tous les sens. C'est le post-scriptum de l'émission. Il va falloir redevenir un petit peu plus zen. Ah, mais je suis zen. Hein. Tout va bien? Non, je suis zen, ça va. Oui. Alors, Jacques Pradel, quelques petites questions piochées un peu au hasard. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Le plus beau compliment qu'on m'ait fait? Basons-nous peut-être que sur votre carrière. Hein. Sur ma carrière, c'était souvent les gens m'ont dit que j'étais pas fier. Et c'est un compliment pour moi, que je pense que c'est un mot plutôt ouvrier que bourgeois, quoi. Hein. Je crois que non, le compliment qu'on m'a fait, c'était toujours d'être disponible pour les gens et de savoir les écouter, simplement. Quelle est votre plus belle réussite? Mes enfants. Vos 3 filles? Ouais. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris, vos 3 filles, justement, sur vous-même? Je ne sais pas ce qu'elles m'ont appris sur moi-même. Non, on parlait tout à l'heure de cette notion de respect. Je veux dire que je crois que je les ai mises en situation d'être des citoyennes à part entière, de respecter les autres, de se faire respecter elles-mêmes. Je crois que je les ai armées, quoi, pour la vie. Et elles, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté? Elles m'ont apporté de la fierté, bien sûr. Je suis extrêmement fier de mes filles, mais je suis plus fier des femmes qu'elles sont que des fonctions qu'elles occupent, si vous voulez. Parce qu'il y a une vétérinaire, une journaliste et une spécialiste de l'environnement, d'ailleurs, et du développement durable. Mais c'est pas ça que j'admire. C'est pas parce qu'elles ont fait des études ou parce qu'elles ont été brillantes en classe. C'est parce que je sais que c'est des femmes vraiment bien, quoi. Voilà, même si le mot est un peu ringard, parfois. En tout cas, vous avez les yeux qui brillent. Oui. Quelle est la rumeur vous concernant à laquelle vous souhaitez tordre le cou? Touche à tout. Ça m'a fait beaucoup de mal à une époque, parce que moi j'ai appris mon métier sur le terrain, et j'ai tout fait. J'ai fait des flashs d'information, j'ai fait des magazines, j'ai fait du théâtre radiophonique, j'ai fait des sujets d'émission par dizaines, la chanson, les voyages, le tourisme, les phénomènes paranormaux, voilà, etc. Et puis un jour, il y a un directeur de radio que j'adore, hein, Pierre Vigne, qui était le patron de France Inter, qui m'a permis vraiment des grandes avancées professionnelles, qui m'a dit, mais finalement, on ne sait pas qui tu es. Tu aimes l'aviation et la plongée sous-marine, la photo et le voyage. Et maintenant, on ne peut pas vous ranger dans une case, quoi, voilà, comme on aime faire. Alors en même temps, donc, ça m'agace, et en même temps, je suis assez content. Vous avez une devise? Alors, ouais, j'ai une devise. J'ai l'habitude de dire que c'est un proverbe africain, je vous dis tout de suite, c'est faux. Dites-vous bien que l'ombre du zèbre n'a pas de rayure. Oui. C'est une manière de dire ne vous fiez pas aux apparences. L'ombre du zèbre n'a pas de rayure. Ça pourrait être un proverbe africain. C'est vrai. Mais voilà, et j'en ai une autre si vous la voulez. Oui, bien sûr, allez-y. Alors celle-là, mais elle a une histoire, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais c'est le calme est un muscle. C'est joli, ça. Ça, c'est une phrase que j'ai trouvée très belle, que j'ai entendue pour la première fois à 1000 km du pôle Nord, quand je faisais le relais entre Jean-Louis Etienne, qui était donc 1986 en train de finir de marcher
vers le pôle, et Michel Franco, qui était l'homme du camp de base, Jean-Louis Etienne était arrivé au pôle. Et il voulait qu'on vienne le chercher tout de suite. Sauf que la météo était tellement mauvaise que les avions ne pouvaient pas décoller. Et ils ne pouvaient plus s'entendre tous les deux. Donc moi, j'étais au milieu en train de chercher Nicolas Hulot qui avait disparu dans une crevasse avec quelqu'un d'autre. Bon. Mais ma radio fonctionnait dans les deux sens. Alors j'avais Jean-Louis Etienne qui me disait demande à Michel dans combien de temps il vient me chercher. Il faut qu'il vienne vite parce que 60 jours, enfin 63 jours, il était épuisé, il n'en pouvait plus. Oui, allô, Michel, il te demande... demande-lui combien il a encore de rations de survie. Papy, parce que tout le monde appelait Papy Jean-Louis, parce qu'il a perdu ses cheveux très tôt. Papy, t'as combien de jours de survie? J'ai 4 jours de survie. Bon, il te dit qu'il a 4 jours. Dis-lui qu'il les coupe en 2. Et là, je lui disais, attends, tu crois que je peux lui dire ça? Parce qu'il va craquer, quoi. Et dis-lui, le calme est un muscle, de toute façon. Et alors, c'était la phrase de Michel Franco. Et j'ai trouvé que dans ce contexte-là, c'est vrai que le calme était un muscle. Bon, ça a fini par... Et quand je suis rentré à Paris, je me suis dit, tiens, je vais peut-être écrire ça sur un mur de mon bureau. Et vous l'avez fait? Oui, sur une feuille. C'est sympa. Voilà. Elle est très très sympa. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? La liberté. D'accord. De quoi sont composés vos jours de joie secrète? C'est d'être devant une page blanche. Parce que c'est à la fois la chose que je souhaite le plus. J'adore écrire. Là, bon, je me suis vraiment régalé. Mais en même temps, l'écriture est une souffrance. Et donc, il y a une sorte de no man's land. Comme ça, on se dit, bon, cette page, il va falloir y aller, il va falloir la remplir. Mais j'aime cet état quand même, quoi. C'est une inquiétude. Peut-être un peu maso, je ne sais pas. Mais en même temps, j'adore ça. Et cette libération, après, quand ça fonctionne. Vous avez un rêve inachevé? Oui, j'ai un rêve inachevé qui s'achèvera jamais, c'est de contempler la Terre depuis l'espace. Ça, c'est la seule chose que je sais pratiquement que je ne pourrais pas vraiment faire, parce que il y a déjà eu des journalistes qui sont partis sur un vol spatial. Moi, c'était un japonais, donc je suis extrêmement jaloux. Par contre, j'ai pas dit mon dernier mot, je suis en train de me programmer ce qu'on appelle un vol 0G. Oui. Vous savez, où on simule la pesanteur avec l'avion, l'Airbus, là, qui fait des cloches. Voilà, vous n'auriez pas besoin d'une assistante sur ce vol-là? Ah, mais je peux vous en parler, parce que j'ai trouvé le moyen de le faire. Ça va s'ouvrir au privé, c'est un petit scoop que je vous donne. Ça ne va pas se passer à partir de la France, mais à partir d'un autre pays. Voilà, avec des avions performants, bien sûr. On va discuter après l'émission. On peut en discuter après l'émission. Je vous souhaite quoi pour la suite? Voilà, l'émission se termine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? À part de faire ce vol 0G, mais ça, faut qu'on en discute. Non, ce que je me souhaite, c'est ça, c'est de pouvoir vraiment continuer à jouer ma petite musique, J'aime bien transmettre, quoi. J'aime bien transmettre mes étonnements et ma curiosité. Donc, continuer à être curieux, mais pas tout seul. Très jolie phrase pour terminer. Merci beaucoup, Jacques Pradel. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.